Imaginez obliger un ado de 15 ans à passer de longues minutes à prouver mathématiquement, avec des calculs hyper fastidieux, un truc qu'il peut pourtant voir très distinctement de ses propres yeux. Juste là, sur un croquis posé devant lui, quoi. Voilà, exactement. C'est complètement contre-intuitif, non? On nous apprend toujours à faire confiance à nos sens, à croire ce qu'on voit. Ah bah, voir, c'est croire, comme on dit toujours. C'est ça. Mais aujourd'hui, notre plongée se concentre sur un document assez fascinant qui prend cette idée précise et qui la réduit littéralement en miettes. Et on ne parle pas d'un traité de philosophie, attention, ni d'une thèse de physique quantique, Non, non, c'est beaucoup plus quotidien que ça. tellement plus quotidien. C'est un simple devoir de mathématiques, plus précisément, c'est le devoir surveillé numéro 2 pour des élèves de troisième dans le système éducatif marocain. Ça vient du groupe scolaire FES City. Et il y a un détail temporel qui rend cette analyse super palpable pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Grave. Ce document, il est daté du jeudi 23 avril 2026. Donc, autrement dit, au moment où on enregistre, cette épreuve a eu lieu hier. C'est vraiment tout frais. Et observer une évaluation de ce niveau, quelques heures seulement après qu'elle ait été posée sur les bureaux des élèves, c'est comme regarder une radiographie de la façon dont une société choisit de structurer l'esprit de sa jeunesse. C'est pas juste une série de chiffres, quoi. Pas du tout. C'est vraiment une façon de forger l'esprit. Et le temps est d'ailleurs donné avant même qu'on lise la première consigne. Parce que, en haut de la page, il y a ce détail qui m'a sauté aux yeux, un énorme symbole rouge. Ah oui, le fameux symbole. Un cercle barré avec, juste au milieu, une calculatrice. C'est une interdiction absolue. L'ambiance de notre exploration est posée direct. On coupe le cordon avec l'assistance numérique. C'est radical. Totalement. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas de faire des maths ennuyeux. L'idée, c'est de comprendre comment ce document, à travers cette exigence de réflexion vraiment pure, entraîne le cerveau humain à développer une flexibilité cognitive redoutable en ne comptant que sur sa propre matière grise. Et ce grand symbole rouge, il est lourd de sens en fait. Dans un monde où le moindre smartphone peut te résoudre un système d'équations super complexe en une fraction de seconde, exiger ça, c'est fort. C'est une déclaration d'indépendance presque. C'est exactement ça. Exiger qu'un élève se confronte au vide de sa feuille avec pour seule arme son cerveau, c'est une déclaration audacieuse. C'est affirmer que l'outil ne doit jamais remplacer la compréhension intime des mécanismes. Ouais, parce que sans la machine, tout le cheminement intellectuel devient transparent, on est d'accord. Exactement. On ne peut pas se cacher derrière un résultat qui aurait été généré par un algorithme opaque. Il faut tout montrer. Alors, justement, décortiquons ce cheminement. Ce qui me frappe direct dans la première partie de cette épreuve, l'exercice 1, c'est cette espèce d'exigence d'une traduction instantanée. Hmm. C'est-à-dire. Eh ben, avant de demander aux élèves de résoudre de gros problèmes complexes, le document teste leur capacité à manier ce qu'on pourrait appeler l'alphabet de l'espace. Ah, la grammaire géométrique, oui. Voilà, on leur donne des situations spatiales hyper spécifiques sur une grille invisible, un repère orthonormé, et doivent les traduire en formules. Par exemple, comment écrire algébriquement une ligne horizontale qui passerait par un point précis. Ou une ligne verticale, oui, tout à fait. C'est ça. Ou alors, on leur donne une équation brute du genre 2x moins 3y plus 6 égale 0, et on leur demande d'en extraire la pente. C'est vraiment une rafale de questions courtes. Ouais, et la métaphore de la traduction est hyper juste. Le but de cette première étape, c'est d'établir une grille de lecture commune de la réalité géométrique. De vérifier si le cerveau suit, quoi. Voilà. On vérifie si l'élève est capable de passer d'une image mentale, disons, une ligne qui monte de façon super abrupte, à sa représentation algébrique stricte. Et inversement, sans aucune hésitation. Mais c'est précisément là que j'ai envie de faire une pause. Parce que, je vous avoue, cette méthode me pose un peu question. Ah bon? Qu'est-ce qui vous chiffonne? Quand je lis cette rafale de petites questions, j'ai l'impression de voir quelqu'un apprendre du vocabulaire avec des cartes mémoire, tu vois, des flashcards. D'accord, je vois l'image. Sur le recto de la carte, t'as droite verticale passant par l'axe à -5, et boum, sur le verso, t'as x égale -5. Et je sais pas, n'y a-t-il pas un danger énorme à évaluer ces concepts comme de simples faits isolés à retenir par cœur? Et c'est le risque du psittacisme, oui. Voilà, le perroquet. On risque de former des jeunes capables de réciter des règles de grammaire spatiale sans jamais saisir l'image globale du plan cartésien, non? C'est une inquiétude hyper compréhensible et c'est d'ailleurs souvent le grand reproche qu'on fait aux pédagogies très structurées. Mais les sciences cognitives nous offrent un éclairage un peu différent sur cette approche. Ah ouais? Racontez-moi. En fait, ce qui est testé ici, c'est pas du par cœur aveugle, c'est l'automatisation. Prenons
Prenons l'exemple d'un adulte qui apprend à conduire une voiture à boîte manuelle. Oh mon Dieu, l'enfer des premières leçons. Exactement. Au début, toute ton attention elle est focalisée sur la pédale. Faut débrayer, faut passer la vitesse, faut écouter le régime moteur. Ouais, t'es incapable de faire autre chose. Bah oui, t'es incapable de tenir une conversation un peu profonde ou de regarder le paysage. Pourquoi? Parce que la mémoire de travail est totalement saturée par la mécanique même de l'action. Donc, si je vous suis, tant que l'acte n'est pas devenu un réflexe, la pensée complexe est juste bloquée. C'est ça, c'est le principe de la charge cognitive. Une fois que passer les vitesses devient automatique, le conducteur peut enfin naviguer dans un trafic dense, anticiper les dangers, discuter. En maths, c'est exactement pareil. D'accord, je vois où on va avec ça. Si, au beau milieu d'un problème complexe, ton esprit doit dépenser de l'énergie juste pour se rappeler ce que veut dire avoir le même coefficient directeur, bah, il n'y a plus de ressources pour résoudre le vrai problème. Ah, c'est clair. Le cerveau a cramé toute son énergie sur la définition. Voilà. Savoir par réflexe que deux pentes identiques, ça veut dire que les droites sont parallèles, ça crée de la fluidité intellectuelle. L'épreuve installe cette infrastructure pour que l'esprit puisse ensuite courir dessus sans trébucher sur chaque petit concept. Ok, je comprends beaucoup mieux. On installe les rails et après on fait passer le train de la pensée complexe. Jolie métaphore. Et le train, il démarre vraiment dans la phase 2 de l'examen. Justement, allons-y. Parce qu'une fois que cet alphabet est maîtrisé, le document pousse les élèves à étudier ce qui se passe quand différentes règles, ou plutôt différentes droites, entrent en collision. C'est le monde des systèmes d'équations. Et c'est là que ça devient concret. Totalement. Et pour le rendre concret, l'épreuve propose un problème de mots, un scénario qui a particulièrement retenu mon attention. Les fameux problèmes de mise en équation. C'est souvent le moment de vérité, ça. Parce que ça relie l'abstrait au monde tangible. C'est ça. Mais le scénario choisi ici, il est curieusement banal. C'est une sorte de petit drame de ressources humaines. Un soap-opéra de bureau, presque. Exactement. Écoutez ça. Dans un service administratif, on a 32 personnes au départ. Ensuite, on a 5 hommes et 3 femmes qui partent à la retraite. Et la direction, bien sûr, ne les remplace pas. Les temps sont durs pour tout le monde, hein. Bah oui. Et suite à ça, on constate qu'il y a désormais 2 fois plus de femmes que d'hommes dans le service. La question de l'examen, c'est combien y avait-il d'hommes et de femmes au tout début? C'est un grand classique. Mais avant même de parler de X et de Y, j'ai essayé de le résoudre de tête, intuitivement. Ah! Et ça, c'est la réaction hyper naturelle du cerveau face à un problème qui a l'air quotidien. Comment vous avez fait du coup? Eh ben, j'ai fait une petite gymnastique mentale. Je me suis dit, ok, on a 32 personnes, moins les 8 qui partent, ça laisse 24 personnes dans le bureau. Logique, oui. Jusque-là, on est bon. Une part pour les hommes, 2 parts pour les femmes. Tout à fait. C'est une très bonne décomposition. Donc 24 divisé par 3, ça fait 8. Il reste 8 hommes et le double, donc 16 femmes. Et pour retrouver le chiffre de départ, il suffit de rajouter les retraités. C'est le cheminement inverse, ouais. 8 hommes restants plus les 5 qui sont partis, ça fait 13 hommes au début. Et 16 femmes restantes plus les 3 partis, ça fait 19 femmes. 13 plus 19, on retombe bien sur 32. J'y suis arrivée, hein, mais je dois avouer que mon cerveau commençait sérieusement à s'emmêler les pinceaux au milieu du calcul. Eh bien, votre inconfort, là, il illustre parfaitement l'intention de l'examinateur, en fait. C'est fait pour faire mal à la tête. Un peu. Ouais. Votre logique, elle est impeccable, mais elle s'appuie sur une mémoire de travail qui trouve très très vite ses limites physiques. Imaginez une seconde que ce soit pas un bureau de 32 personnes. Mais une multinationale. Voilà, une entreprise de 32 000 salariés, avec des taux de départ qui varient selon les départements. Ou pire, imaginez que vous êtes un planificateur urbain qui gère des flux de milliers de voitures à différentes heures de la journée. Ah là, c'est clair, ma petite division de tête avec mes 3 parts égales, elle s'effondre en 2 secondes. C'est inévitable. L'intuition humaine ne passe pas à l'échelle. Et c'est exactement pour ça que l'examen ancre des maths puissantes dans un scénario RH super banal. Il enseigne la modélisation. C'est-à-dire transformer la phrase en formule. C'est ça. En transformant 2 fois plus de femmes que d'hommes en une relation rigoureuse du type y-3 égale 2 facteurs de x-5, on délègue tout le poids du raisonnement à une structure externe. L'équation fait le travail de mémorisation à notre place, en fait. Exactement. L'équation devient une prothèse pour l'esprit. Ça permet de manipuler des problèmes d'une complexité qui écraserait complètement notre simple cerveau. Mais alors, là où l'examen devient presque provocateur, je trouve, c'est qu'il ne se contente pas de demander le bon résultat. Ah non, ça serait trop simple. Le processus compte autant.
Dans la partie A de cet exercice, on donne aux élèves trois scénarios différents où des droites se croisent, donc trois systèmes d'équations, et on leur impose d'utiliser trois méthodes de résolution distinctes. Oui, la fameuse trilogie des systèmes. Pour le premier système, l'élève doit utiliser obligatoirement la méthode par substitution. Pour le deuxième, c'est impérativement la combinaison linéaire. Et pour le troisième, paf, résolution graphique. Je vous avoue, ça ressemble à de l'acharnement pédagogique, non toi? Si la méthode par substitution fonctionne super bien pour moi, pourquoi m'obliger à dessiner un truc? C'est la réaction classique des élèves, ça. J'ai ma méthode, je la garde. Bah oui. Si j'ai un bon marteau, pourquoi vous m'obligez à planter mon clou avec une clé anglaise? L'argument de l'outil unique, il est hyper tentant. Mais en fait, il conduit inévitablement à ce qu'on appelle en psycho l'effet tunnel cognitif. L'effet tunnel, c'est-à-dire si le seul outil que vous possédez c'est un marteau, absolument tous les problèmes finissent par ressembler à des clous. Imposer trois méthodes, c'est enseigner l'agilité intellectuelle pure. Chaque méthode éclaire une facette différente du problème. Ok, prenons le temps d'expliquer ces mécanismes alors, parce que c'est vraiment fascinant. Comment la combinaison linéaire diffère de la substitution, par exemple? Alors, la substitution, on pourrait dire que c'est une méthode d'infiltration. D'infiltration, comme des espions. Un peu. On isole une inconnue dans une équation, on la met dans un coin et on injecte sa définition dans l'autre équation. On remplace une complexité par une valeur équivalente qu'on a cernée. D'accord, on contourne le problème. Et la combinaison linéaire alors? La combinaison linéaire, c'est pas de l'infiltration, c'est un travail d'équilibriste. Imaginez une immense balance à l'ancienne, avec deux plateaux. Ouais, je vois l'image. Sur chaque plateau, vous avez un mélange de blocs. Des blocs qui représentent des variables x et des blocs pour les variables y. Le but de la combinaison linéaire, c'est d'ajouter du poids de manière parfaitement symétrique des deux côtés. Ou d'en enlever, j'imagine, hein. Ou d'en enlever, oui. Jusqu'à ce qu'une des deux variables, par exemple les blocs y, disparaissent totalement sous le coup de force opposée. C'est une annulation par l'équilibre des masses. Waouh. Et du coup, la méthode graphique, elle vient casser toute cette algèbre en transformant le problème en un dessin. On ne calcule plus les masses sur une balance. Non, on cherche l'endroit physique, géométrique, où deux trajectoires se percutent sur une carte. C'est une transition spectaculaire de l'abstrait vers le spatial. Mais pourquoi c'est si important de maîtriser les trois approches? Parce que exiger d'un ado de 15 ans qu'il maîtrise l'infiltration, l'équilibrage des forces et l'intersection spatiale, c'est le préparer au monde professionnel adulte. Ah oui, face à un mur dans un projet, il faut savoir changer d'angle. Exactement. Parfois, un problème financier dans une boîte ne se résout pas par une substitution de budget. Il se résout en visualisant différemment la chronologie globale du projet. Et ça, c'est l'équivalent cognitif de la résolution graphique qu'on lui apprend là. C'est fou de voir tout ça dans un exercice de maths de collège. Et ça nous amène de manière hyper organique à la phase finale de cette épreuve, celle qui rapporte le plus de points, l'exercice 3. Le gros morceau de l'examen, oui. La géométrie analytique. Voilà. Après avoir appris le vocabulaire, après avoir géré les RH et les équilibres, l'élève est invité à construire une véritable architecture spatiale. On quitte les petites équations isolées. Et ça commence simplement, hein. On demande de placer trois points sur un plan. Le point A, A2-3, le point B et le point C. C'est l'édification d'une structure mathématique, brique par brique, parce qu'on ne se contente plus de trouver un point statique. Très vite, on demande de calculer un vecteur. Très vite, on demande de calculer un vecteur entre deux points. Et justement, je voulais rebondir là-dessus, le concept de vecteur, c'est hyper abstrait quand on y pense. Quand on demande les coordonnées du vecteur AB, c'est pas juste tracer un trait avec sa règle, on est d'accord? Ah non, loin de là. Un vecteur, il faut voir ça comme un mode d'emploi pour le mouvement. Un mode d'emploi. Ouais. Au lieu de dire voici une ligne, le vecteur donne une instruction stricte de déplacement. Il te dit, pour aller de A à B, tu dois faire exactement 3 pas vers la gauche et 6 pas vers le haut. C'est une force orientée en fait. C'est dynamique. Complètement. C'est la différence entre une photo et un film. Ensuite, l'examen demande de calculer le milieu d'un segment entre deux points. Mais là encore, on ne fait pas ça à l'œil nu sur le dessin. L'élève doit utiliser les coordonnées pour trouver algébriquement le centre de gravité parfait entre ces deux forces. Et il faut aussi qu'ils prouvent que l'une des droites qu'ils ont tracées, la droite delta je crois, est parfaitement perpendiculaire à la droite AB. Oui, l'orthogonalité. C'est fondamental. Mais ce qui est dingue, c'est qu'ils doivent vérifier que l'interaction entre les deux pentes crée un angle droit parfait de 90 degrés, mais sans utiliser d'équerre ou de rapporteur physique, uniquement par la mécanique de l'équation.
C'est magique. La beauté de cette étape, c'est qu'elle garantit que la maison virtuelle que l'élève construit sur sa feuille ne penche pas. L'algèbre garantit la solidité de la géométrie. C'est superbe. Mais on arrive à la question 7. Et c'est cette question qui porte pour moi la véritable leçon philosophique de cette épreuve. C'est le moment qui justifie l'introduction de notre analyse. Ah, la fameuse question du cercle. Je l'attendais. Accrochez-vous pour ceux qui nous écoutent parce que c'est génial. À ce stade, l'élève a son repère sous les yeux. Il a placé son fameux point C aux coordonnées 2, 5. Et là, paf, l'examen demande d'introduire un cercle centré sur l'origine du plan avec un rayon de 6 unités. Très précis. Rayon de 6. Et la consigne tombe, froide, implacable. Montrer que le point C est à l'intérieur du cercle. Et c'est là que je bloque. L'élève a son papier, il a tracé son cercle avec son compas, il voit parfaitement bien si son point C est contenu dedans, s'il touche le bord ou s'il est dehors. Pourquoi l'examinateur s'acharne-t-il à exiger que l'élève s'engage dans un calcul interminable de racines carrées pour prouver un fait visuel évident? Eh bien parce qu'il y a un gouffre monumental entre le voir et le prouver. Ce que cet examen inculque à l'adolescent à ce moment précis, c'est la méfiance absolue envers sa propre biologie. La méfiance envers sa biologie, comment Oui, ça? oui. Et envers le monde physique matériel en général. Pensez 2 secondes au trait de crayon sur la copie de l'élève. Bah c'est un trait gris quoi. Oui, mais le graphite déposé par la mine, il a une épaisseur physique réelle. Ce trait, il est large de plusieurs millions d'atomes de carbone. La pointe du compas, même si l'élève l'a super bien aiguisée, elle a pu glisser d'une fraction de millimètre sur le papier pendant la rotation. C'est vrai, un compas, c'est jamais parfait. Et rajouter à ça l'œil humain, l'œil de l'élève fatigué par la lumière néon de la salle de classe au bout d'une heure de contrôle, euh, il est constamment victime d'illusions d'optique. Donc le dessin est fondamentalement trompeur. Toujours. Imaginez que le point C se trouve mathématiquement à une distance de 5,9999 du centre. D'accord. Sur le dessin physique, avec l'épaisseur du crayon, il apparaîtra comme étant exactement superposé au trait du cercle, puisque le rayon est de 6. Le dessin physique criera «Le point est sur la frontière». Alors qu'en réalité, pur, algébrique, il est à l'intérieur de l'épaisseur d'un cheveu. C'est dingue. Exactement. Un point mathématique par définition, ça n'a aucune dimension matérielle, ni largeur, ni longueur. Le calcul de la distance avec la formule de la racine carrée, c'est l'unique moyen de voyager hors de l'imperfection du monde matériel. Pour atteindre une vérité absolue. C'est ça. En forçant l'élève à utiliser le calcul pour comparer cette distance exacte au rayon de 6, l'examen lui apprend une leçon de vie. Nos sens sont faillibles. Ce n'est pas parce qu'un fait semble vrai à l'œil nu qu'il résiste à l'épreuve de la logique froide. C'est vertigineux de se dire que cette méfiance constructive, hyper pointue, est enseignée un jeudi matin dans un collège de Fez-Meknès, à des gamins de 15 ans. C'est la beauté de l'éducation mathématique. Et le point culminant de toute cette architecture, il intervient à la toute dernière question. L'épreuve demande de trouver algébriquement les coordonnées de G. Et G, c'est le centre de gravité du grand triangle formé par les points de départ. On boucle la boucle. Totalement. Après avoir remis en question ses propres yeux sur l'histoire du cercle, après avoir manipulé des forces avec les vecteurs, après avoir garanti l'orthogonalité de ses murs virtuels, paf, l'élève doit trouver le point d'équilibre parfait de l'ensemble du système. Moi, je trouve que c'est la résolution poétique de l'épreuve. Sincèrement. Poétique, vraiment, waouh. Des maths. Oui, parce que chercher le centre de gravité, c'est agréger toutes les forces disparates en présence. C'est dire à l'élève, OK, tu as décortiqué tous les composants de ce système complexe. Tu as éprouvé ses failles matérielles. Maintenant, trouve l'endroit précis, unique, où toutes ces forces s'annulent et trouvent la stabilité. Ah ouais, vu comme ça, c'est presque philosophique. Si on prend du recul sur l'ensemble de notre discussion d'aujourd'hui, ce document qui ressemblait à un simple bout de papier avec des équations ennuyeuses, bah ça se révèle être un manuel de survie intellectuelle assez extraordinaire. Un vrai camp d'entraînement pour le cerveau. C'est ça. Il force de jeunes esprits à abandonner la béquille de la calculatrice. Il leur apprend à traduire des situations narratives du quotidien, comme notre histoire de ressources humaines, en équations robustes pour pas saturer leur mémoire. Il les oblige à changer de perspective à volonté quand le marteau ne suffit plus. Et surtout, il forge une résistance face aux apparences trompeuses, oui, en exigeant la preuve structurelle au lieu de l'évidence visuelle.
Et l'impact de ce manuel de survie, je pense qu'il dépasse de très loin les murs de cette salle de classe marocain. Parce que ces compétences-là, modéliser la réalité, pivoter d'angle d'analyse, refuser l'illusion de l'image, c'est précisément les armes dont notre esprit critique a besoin aujourd'hui. Surtout à l'ère de la surcharge informationnelle où on vit, savoir qu'un graphique bien coloré ou une statistique balancée sur les réseaux peut donner une illusion de vérité très convaincante, mais qu'il faut toujours exiger de voir les calculs sous-jacents, c'est plus juste des maths, c'est une compétence civique majeure. C'est essentiel pour la démocratie même. Ce qui m'amène d'ailleurs à une dernière réflexion pour nous tous qui naviguons dans ce flux constant d'infos. Je vous écoute. On vient de voir comment le système éducatif exige d'un adolescent de 15 ans qu'il passe un temps hyper précieux à prouver méticuleusement, par le calcul, un truc qui peut pourtant voir se dessiner sous ses yeux. La vérité mathématique, elle laisse aucune place à l'à peu près, à l'intuition visuelle. Aucune tolérance pour le «ça a l'air juste». Dans nos décisions politiques, ou même juste en scrollant sur nos téléphones, est-ce qu'on accepte instantanément des conclusions, des graphiques ou de grands discours, simplement parce qu'ils ont l'air vrais? C'est une excellente question. À quelle fréquence on se fait avoir par l'épaisseur du trait de crayon de l'actualité sans jamais faire l'effort d'exiger de voir l'architecture et les équations qui se cachent derrière le dessin? C'est de quoi méditer.